Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le samedi 28 juin 2025, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le marché des cryptos. On a un BTC, comme vous pouvez voir, qui a pas trop bougé, pas tant bougé que ça depuis la dernière vidéo, depuis le dernier rebond qu'on a fait, qui est quand même parti des 100 000 $ jusqu'aux 108 000. Là, on est entre les deux, entre les 100 000 et les 111 000. Ou rappelez-vous, les 111 000, on en a beaucoup de liquidations à aller chercher. On a les fundings qui sont quasiment négatifs, donc c'est super positif. Par contre, attention, ce qu'on n'avait pas vu la dernière fois et ce qui est apparu entre-temps, c'est les ordres de vente. On va les voir ensemble, mais vous allez voir qu'on a énormément d'ordres de vente qui sont positionnés juste au-dessus de nous, des 108 000 $ jusqu'aux 112 000 $, ce qui du coup nous bloque, parce que avoir autant d'ordres de vente, ça veut dire que le marché doit absorber tous ces ordres de vente et donc avoir une force acheteuse qui est quand même assez conséquente. Donc on va voir si c'est possible ou pas de le faire par rapport aux éléments qu'on a. On a aussi bien sûr notre ETH qui est extrêmement important. Alors là c'est assez drôle parce qu'il y a quelques semaines, il était vraiment important, c'était le plus important parce qu'on était en train de break la résistance des 2008-3000 $. Ensuite, il est passé complètement inintéressant quand on a commencé à break les 2004, le petit range qu'il avait par le bas. Et là, en fait, il redevient, alors pas forcément hyper intéressant pour rentrer dessus, mais il redevient un élément clé parce qu'en fait, on se retrouve sur cette résistance des 2400 $. Qui était un support qu'on a cassé et qui du coup on est en train de retester en tant que résistance, et là on est vraiment pile dessus depuis plusieurs jours, pile sur le ruban aussi, et en fait on est dans la zone où soit on s'est rejeté et on valide l'ancien support de 2004 en tant que résistance, et là on va aller beaucoup plus bas, on va aller chercher les 2000 $ sûrement, soit on réintègre le range, et là du coup on peut continuer à ranger entre les 2004 et 2008, et ensuite break vers le haut pour plus tard. Mais du coup ça se joue vraiment à quelques pourcentages près, et là à chaque fois on fait la clôture daily à l'intérieur de ce niveau-là, quoi, sans jamais passer au-dessus ou en dessous. Du coup, voilà, c'est assez intéressant. On aura, je pense, la réponse dès le début de la semaine prochaine. Mis à part ça, les marchés traditionnels se portent extrêmement bien. Vous allez voir qu'on est en ATH sur la plupart des marchés tradis, donc ça fait plaisir. On a un dollar qui baisse. Dans l'ensemble, ça reste quand même assez correct. On commence avec Twitter. On a déjà des news très positives aussi. Alors déjà, au niveau de tout ce qui est la guerre, alors ça s'est bien calmé. On l'avait pas vu, on l'a pas mal vu dans la dernière vidéo, mais voilà, on a eu la paix entre l'Israël et l'Iran et les États-Unis qui s'est mis en place, bon, qui a été un peu forcé par les States, mais bon, c'est mieux que rien. Et derrière, du coup, on a Trump qui nous a fait un joli discours en disant que l'Israël et l'Iran faisaient la paix entre eux, que les deux avaient gagné la guerre. Alors, je sais pas, ça se discute, parce que d'un côté, Israël, ils se sont pris un bombardement de missiles qui s'y attendaient pas, donc ils se sont pris une belle raclée comme ça par l'Iran, et ce qui était assez peu attendu. D'un autre côté, l'Iran se sont fait éclater leur site nucléaire par les États-Unis, donc je sais pas si les deux sont gagnants, peut-être les deux sont perdants plutôt, c'est peut-être plutôt ça. En général, de toute façon, dans une guerre, t'as pas de gagnants, t'as que des morts. Mais bref, du coup, ça s'est extrêmement calmé, en fait, le conflit un peu mondial qu'on avait là-dessus, et c'est ce que moi personnellement je visais plus par rapport à mon trade, etc., donc ça a plutôt bien marché. Et derrière, là, ce qui est cool, c'est qu'on a Trump qui nous sort des phrases de fou par rapport aux crypto, par rapport au Bitcoin. Il me dit: je suis devenu un fan de la crypto et pour moi c'est une industrie et je suis président, et si nous ne l'avions pas, la Chine l'aurait fait. Trump qualifie également le Bitcoin comme incroyable et déclare qu'il crée beaucoup d'emplois. Il ajoute que le Bitcoin enlève beaucoup de pression sur le dollar et que c'est une grande chose pour les États-Unis. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il me dit que ce serait formidable si Powell pouvait baisser les taux d'intérêt. T'as vraiment l'impression qu'il est positionné sur les altcoins et que lui aussi il veut une allocation. En gros, moi, ce qui me choque dans ce discours-là, il y a toujours une partie de ma tête qui est sur le Trump de 2019. Je sais pas si on se souvient à l'époque, je commençais à en parler en vidéo en 2020, mais en gros, 2019, je me souviens, Trump, il était ultra contre les cryptos. Genre vraiment, il était en mode le Bitcoin, c'est une grosse menace pour le dollar. Le Bitcoin, c'est un Ponzi, ça vaut rien, etc. Je me souviens que Melania Trump, sa femme aussi, était très contre les cryptos. Et je m'en souviens en 2019, moi, j'investissais full sur BTC pour le bull run 2021. Et j'avais plusieurs de mes potes qui me disaient: ouais, moi j'investis pas sur Bitcoin parce que t'as président des États-Unis qui est contre, etc. Et au final, quand je vois aujourd'hui la position qu'il a pour Bitcoin et les cryptos, qui est complètement à l'inverse, il a fait un virage vraiment à 180 degrés. Et c'est ce qu'on remarque chez la plupart des gens en fait qui découvrent Bitcoin, où de base ils peuvent avoir un avis très réticent, très dur envers Bitcoin, et qui switch complètement en mode c'est super. Et c'est assez rare, je trouve, que des gens soient nuancés, enfin pas nuancés, mais mitigés par rapport au Bitcoin, où ils sont en mode ouais, ça peut être bien, mais je me méfie quand même.
Je trouve que les gens qui ont plutôt cette position-là, c'est plutôt les citoyens un peu lambda qui sont pas trop penchés sur le sujet, mais les gens qui sont plus penchés sur le sujet, soit ils sont complètement contre, soit complètement pour, et dès qu'ils passent d'un côté ou à un autre, et ben en fait c'est très extrême. Mais du coup, tant mieux pour nous. Si on a le président des États-Unis qui est avec nous pour les cryptos, tant mieux. Après, derrière, à voir aussi avec les prochaines élections, parce que je crois pas que Trump il peut être réélu une troisième fois. Enfin, je sais pas, faudrait vérifier, mais il me semble pas. Mais du coup, si c'est un autre président qui arrive derrière, il pourrait être de nouveau contre les cryptos. Même si en réalité, c'est peu probable par rapport à tout ce qu'il met en place. Mais parfois, vous avez des candidats en fait futurs qui vont faire un peu l'opposé de leur candidat précédent pour créer ce contraste-là. Où en fait, ils disent, bah oui, lui, il était pour les cryptos, voilà, ça apportait plein de problèmes. Bah moi, je vais être complètement contre les cryptos. Et c'est pour faire un contraste avec l'ancien dirigeant, quoi. Et bref, et je pense que ce qui pousse Trump en fait à être très dans les cryptos, c'est la Chine. Et le fait que la Chine peut potentiellement accumuler des bitcoins et avoir pas une plus-value, mais un avantage en fait à faire ça dans le temps, et ben pour lui, Trump, c'est impensable. Et c'est les États-Unis qui doivent être en premier là-dessus, comme ils ont fait aussi avec tout ce qui est Internet et les GAFAM. Et la petite cerise sur le gâteau là, qui nous dit que Powell pourrait baisser les taux d'intérêt, ça c'est ouf. Après, il faut pas oublier que Powell, il n'est pas du tout sous la direction de Trump. Et en fait, Powell, il est très indépendant avec la Fed. En fait, la Fed est très indépendante du président. Et normalement, le président peut prendre des décisions qui vont faire que ça va impacter les décisions de la Fed, mais il peut pas dire, le gouvernement, enfin le président ne peut pas influencer ou choisir un peu les positions que vont prendre la Fed par rapport au dollar. Parce que la Fed, c'est une entité à part, c'est le contrôle du dollar, c'est très différent. Et derrière, eux, ils doivent être très objectifs, je sais pas comment je peux dire, mais très neutres par rapport à l'impression monétaire et par rapport au taux d'intérêt, par rapport à tout ça, et être le plus impartial possible, en fait, pour que ça aille le mieux dans l'économie. Mais on a quand même Trump qui nous dit, qui fait des petits coups de pression à Powell en mode ce serait bien que les taux d'intérêt soient baissés. Bon, ce qui est bien aussi pour nous, hein, parce qu'au final, même si bon, on pense qu'il n'y a pas d'influence par rapport à ça, Powell, il aura quand même voilà, une petite influence qui sera faite par rapport à Trump qui lui dit de baisser les taux d'intérêt. Après, ce qui est intéressant, c'est que je pense que si, en fait, ça va dans les deux sens. Si Trump, par rapport aux taxes douanières, il se calme, et ce qui est déjà le cas, mais qui fait pas de nouvelles vagues et qui fait en sorte que ça se passe bien par rapport aux taxes douanières aux autres pays, et ben Powell va faire aussi un effort du côté des taux d'intérêt. Et en fait, c'est indirectement lié. C'est-à-dire que si Trump nous fait des dingueries avec les taux d'intérêt, enfin pas avec les taux d'intérêt, mais avec les taxes douanières, et qu'il nous rajoute des nouveaux trucs sur les taxes douanières et que ça repart un peu en steak, et ben Powell il pourra pas baisser les taux d'intérêt comme il veut. Et du coup, ça va dans les deux sens. Donc voilà, mais en tout cas, plutôt bien comme news pour Bitcoin et pour les taux d'intérêt pour les marchés. Justement, en parlant des marchés tradis, il y a une seule action boursière que j'achète depuis plus d'un an, c'est Tech2. Alors, j'ai acheté pas mal d'actions, j'ai acheté du Tesla, j'avais qu'est-ce que j'ai acheté? J'avais du Facebook, j'avais pas mal de GAFAM en fait, Google, Microsoft, j'avais une plus petite action, mais qui était un peu plus risquée. Et au final, j'ai un peu tout vendu au fur et à mesure pour plus uniquement accumuler de l'S&P, du Nasdaq. Donc moi, j'accumule régulièrement tous les mois l'S&P, du Nasdaq pour me former un patrimoine, en fait, un capital sur les ETF des marchés traditionnels, mais que je touche pas et que je compte vendre peut-être dans, je sais pas, 20 ans, 30 ans si j'ai un problème. Et par contre, la seule action que j'accumule actuellement, c'est Tech2. Et Tech2, c'est quoi? C'est l'entreprise qui est derrière Rockstar et qui est à l'origine des jeux GTA. Donc je pense que vous connaissez Grand Theft Auto. Et c'est vrai qu'en tant que grand fan des anciens opus, je suis persuadé que GTA 6 sera incroyable. Moi, j'ai fait partie de la génération où j'ai connu GTA, j'avais peut-être 12 ans, donc c'était un jeu moins de 18 et j'avais 12 ans. Mes parents étaient complètement contre et j'avais réussi un peu à gruger mes parents en leur faisant acheter une PSP et un jeu, et GTA 3, je crois que c'était, ou GTA 4, je sais plus, et à faire croire que c'était un jeu de voiture alors que c'était un jeu de moins 18, mais au final, j'ai perdu mon jeu et j'ai pu y rejouer que genre vers mes 16 ans. Les parents, ils étaient pas dupes. Mais après, par contre, ouais, dès que j'ai eu vers mes 16 jusqu'à mes 20 ans, j'ai énormément joué parce que je kiffais cette liberté que tu pouvais avoir dans ce jeu, quoi, qui était complètement folle. Et puis le travail qu'il y avait derrière, en fait. Et GTA 5, c'est juste été le meilleur jeu, je pense, qui est sorti de tous les temps. Et qui a fait aussi énormément d'argent. C'est-à-dire qu'ils ont eu, je vais pas dire de conneries, mais il me semble que c'est quelques centaines de millions que ça a coûté en développement pour au final rapporter des milliards, quoi, des milliards et des milliards. Surtout avec le online, etc., les DLC qu'ils ont sortis, c'est assez ouf. Et du coup, là, GTA 6, il est tellement hypé parce que ça fait 12 ans, en 2012, donc ça fait même plus 13 ans peut-être, je sais pas, 12-13 ans que les gens attendent ce jeu, 12-13 ans que les développeurs travaillent là-dessus à plein temps. Le jeu, il va coûter, je crois, c'est plusieurs milliards, peut-être 2 milliards de dollars, alors que ce GTA 5 avait coûté peut-être 200 millions, peut-être 10 fois moins. Il faudrait vérifier des chiffres, mais c'est assez ouf. Et du coup, ce que je dis, c'est que j'ai sûrement des attentes trop élevées, en fait, comme la plupart des gens, et que sans doute, on a déjà placé GTA 6
trop sur un piédestal et du coup on sera déçu par rapport à comment il va être réellement. Mais c'est pas grave. En fait, je pense que d'ici sa sortie, je vais continuer à accumuler du Tech2 parce que d'ici sa sortie, en fait, je pense que Tech2, l'action Tech2 qui détient Rockstar, qui détient du coup les GTA, va continuer à progresser. Et c'est vrai que quand on regarde un peu l'action Tech2, vous voyez, dans le temps, c'est. Alors je vais mettre même, allez hop, en mensuel, au moins ce sera plus pratique. Vous voyez, on voit, regardez, c'est complètement fou, mais on voit toute la phase vous voyez, des années 2000 ici, où vous avez les GTA qui sortaient et qui étaient vraiment pas mal, et l'action continue à se développer. Ensuite, il y a eu bien sûr 2008, qui a fait que cette crise de subprime, ça chutait énormément. Et derrière, vous voyez, accumulation, et là, on arrive vers les TH, et là, c'est sorti de GTA vers 2012-2013 ici, et derrière, en fait, ça a fait que augmenter, quoi. Et même les dizaines d'années qui ont suivi après, ça continue à augmenter jusqu'à ici en 2021, parce que GTA se développait énormément, il faisait encore beaucoup d'argent, ce qui a fait que voilà, l'action en a énormément profité. Et juste, alors c'est vrai qu'on prend large, mais depuis la sortie de GTA jusqu'à aujourd'hui, ouais, on a fait un x28 quoi, sur une action, c'est assez ouf. Bon là, au final, du coup, je pense qu'il y a pas mal de gens qui font comme moi. Du coup, moi, ça fait déjà une bonne année, un peu plus d'1 an que j'accumule. Donc ouais, depuis par ici environ. Et du coup, j'ai accumulé du Tech2 sur toute cette zone. Et mon but, c'est de continuer à accumuler. Alors sûrement, ça va grave augmenter. On sera beaucoup plus haut que la TH que quand le GTA 5 est sorti, quand GTA 6 sortira ici. Mais derrière, je suis persuadé qu'il va nous faire une grande jambe haussière pendant des années, quoi, parce que par rapport à la qualité du jeu que ça va être et par rapport aux chiffres surtout d'affaires qu'ils vont faire. Et surtout, ce que je me dis, alors je ne suis pas peut-être assez renseigné, mais vous voyez, on est à 44 milliards de dollars de capitalisation sur l'action Tech2 actuelle, ce qui paraît beaucoup, en fait, ce qui est beaucoup, 44 milliards, mais quand tu le compares à ce qu'on a sur d'autres actions, ça reste encore très correct, je trouve. Là, tu regardes par exemple les actions, vous voyez, comme Sony, on est ici, on est à 161 milliards, donc on est bien plus haut que ça. Et Nvidia, bon, Nvidia c'est différent, mais ouais, on est à 3, là ça n'a rien à voir, mais on est tellement plus haut. On a 3000 milliards, enfin 3800 milliards, c'est énorme. Même Microsoft, bon, qui sont aussi énormes, mais ouais, c'est 3000 milliards, etc. Et en fait, je pense que là, l'action Tech2 qui est à 44 milliards, elle peut, moi ça ne m'étonnerait pas en fait qu'elle monte à 1000 milliards de dollars, si le jeu est excellent, durant les prochaines années qui suivent, que ça monte à 1000 milliards de dollars. Ce qui ferait que si on part des 44 milliards, et imaginons on va à 1000 milliards, on fait un peu plus d'un fois 20, quoi, fois 22. Ce qui est excellent, mais attention, ce qui pourrait se faire sur peut-être 10 ans, je sais pas. Et là je vous dis un peu des chiffres au pif au final. Mais ouais, moi perso j'investis sur cette action parce que c'est voilà, une action émotion, bon, même si c'est pas le meilleur truc à faire, mais c'est vraiment un jeu que je veux soutenir et que je kiffe et que du coup j'ai envie d'être investi dedans. Et surtout dans l'optique des 10 ans à venir, je pense que c'est l'une des actions qui peut le plus performer. Je suis pas ultra calé en tout ce qui est action boursière. Du coup, si vous avez des conseils, si vous avez des avis là-dessus, n'hésitez pas à dire en commentaire. Je continue sur la crypto cette fois-ci. On va passer sur ETH. Vous voyez, je vous sors ma meilleure phrase de youtubeur. Soit ça monte, soit ça descend. C'est un peu ce que tout le monde dit au final. En vrai, plus sérieusement, là, sur le support qu'on a sur Ethereum, vous voyez ce que j'expliquais tout à l'heure en intro, on est vraiment pile sur ce niveau-là où, rappelez-vous, hop, on a le support qu'on a testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, plusieurs fois. On le casse ici. Et en fait, rappelez-vous, quand on a un support, on fait un pullback en fait à l'envers. Souvent, on va revenir tester le support qu'on va valider en tant que résistance et on va se rejeter. Et là, vous voyez, pour l'instant, on est pile dedans. C'est-à-dire qu'on est pile sur ce support qu'on est en train de passer en tant que résistance. On est pile sur le banc. Du coup, tout le monde peut replonger. Et là, si on replonge, en fait, on va faire un plus bas ici et on va aller chercher les 2000 $ à peu près vers cette zone-là. C'est clairement ce qui est privilégié. Par contre, inversement, si on passe juste au-dessus du ruban, vous voyez, on commence à faire des clôtures daily qui sont pas forcément hautes, mais juste, vous voyez là, par exemple, au niveau de la mèche, on aurait clôturé là, ça aurait été bon. On clôture juste au-dessus des 2460, quelques dizaines de dollars au-dessus, quelques pourcentages de dollars au-dessus, et en fait, on réintègre le range, et là, c'est reparti. Et pour l'instant, on a continué à accumuler des bougies au même niveau, et on n'a toujours pas de décision. Donc ça devrait se faire, je pense, dès le début de la semaine prochaine. Sur ETH, par contre, c'est complètement fou ce qu'on vit, parce que, vous voyez, ce que j'explique ici, c'est qu'on a eu un rebond de plus de 10% sur BTC, vous voyez, depuis la baisse qu'on a eue là et à cause de la guerre en Iran et en Israël, on a eu un joli rebond de plus de 10%. On a un BTC qui est quasi à son ETH, c'est-à-dire qu'on a 108 000 $, alors que son ETH c'est 112 000, donc on est à quelques pourcents, 3-4% d'être à son ETH. Et on a les fundings, les gars, en négatif. Je crois que vous vous rendez pas compte de la dinguerie, moi j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire qu'on a vraiment un Bitcoin qui est extrêmement bien, qui rebondit comme ça avec plus de 10%, c'est assez propre, qui ravale toute la baisse qu'il a eue à cause de la guerre. On a tous les marchés qui sont à leur ATH, Bitcoin qui est quasi à son ATH, et des fundings en négatif. Ça veut dire qu'on a plus de gens actuellement qui shortent que de gens qui longuent sur le marché. On a plus de gens qui sont baissiers que de gens qui sont haussiers. C'est assez rare par rapport à ce niveau qu'on a sur Bitcoin. Ça veut tout simplement dire aussi que le FOMO est au minimum et qu'on est très loin de l'euphorie qu'on a connue lors des précédents ATH. Et en fait, le truc, c'est que si actuellement on était sur un top de marché, imaginons là, voilà, les 108 000, 112 000 $, c'était le top de marché, et là en fait on part en bear market, ça voudrait dire qu'en fait la majorité des gens auraient raison.
Et ça, personnellement, je n'y crois pas du tout. Parce qu'en fait, ça pourrait dire que voilà, pour la première fois, on aurait un top de bull run. Alors parfois, le marché il donne raison à la majorité, mais pas vers les tops de bull run. À chaque fois, vous regardez les tops de bull run, à chaque fois, on est sur des fundings qui sont hauts, à chaque fois, on est sur une euphorie, à chaque fois, on est sur les particuliers qui achètent et qui sont à voir sur les tops de bull run. Et là, du coup, ça veut dire que la majorité des gens, la majorité des particuliers qui shortent auraient raison que voilà, ils anticipaient le top du bull run à ce niveau-là. Ce que personnellement, je n'y crois pas du tout. Mais ça va aussi avec ce que je vous dis depuis des années sur le fait que souvent les tops de bull run sur Bitcoin, c'est la fin de l'année du bull run. Donc c'est-à-dire que là, notre année c'est 2025, la fin du bull run ça risque d'être fin 2025. Comme on a eu pour fin 2021, fin 2017, fin 2013, etc. Fin 2014. Comme à chaque fois. Du coup c'est pour ça que je privilégie plus une dernière jambe haussière là pour la fin d'année, que ce soit vers je sais pas, septembre, octobre, novembre, décembre, mais dans ces zones-là. Bon, si on passe sur Bitcoin, rapidement, on peut aller voir les liquidations. Vous voyez, on a toujours beaucoup de liquidations vers les 111 000 $. Donc ça, c'est toujours un très bon point parce que le fait d'avoir beaucoup de liquidations, ça pousse le cours à aller short squeeze et à aller sortir ces shorts qui sont positionnés à cet endroit-là et qui sont allés liquider. Par contre, c'est vrai que si on allait chercher les 111 000, vous voyez, on se rapproche de TH. Et du coup, on risque de faire un ATH à ce moment-là. Ou alors se rejeter et là, replonger pour plus bas. Il faut prendre en compte que voilà, on est au début de l'été, on arrive vers début juillet, on commence à rentrer dans l'été et le truc c'est qu'on a encore 2 mois où normalement, logiquement, c'est assez calme. Juillet, août, en général, c'est pas là où on va partir en temps haussière. Tout est possible, mais c'est vrai que moi, je privilégie plutôt un été plutôt calme et une reprise pour septembre-octobre. Mais derrière, c'est vrai qu'à court terme, c'est pas impossible d'aller chercher les 111 000 et de replonger derrière. Ce qui va dans le sens de ça, c'est de nouveau les fundings, qui étaient en négatif, que je montrais dans le tweet, mais qui sont actuellement un tout petit peu haussiers. Donc il y a quand même plus de long que de short, mais c'est très très léger. On peut repasser dans le négatif à tout moment. Mais le seul gros point qui cloche par rapport à tout ça, c'est les ordres de vente. Ouais, je vous en parlais tout à l'heure aussi en intro. Les ordres de vente, c'est pas du tout dans le même sens que ce qu'on a au niveau des liquidations et des fundings. C'est-à-dire que là, on a des liquidations qui sont à les 111 000 ici, donc beaucoup de shorts à liquider. Les fundings qui sont bas, donc les gens qui sont plus en mode, qui sont pas trop en longue, donc possibilité d'aller monter short squeeze. Par contre, regardez le mur qu'on a, quoi. C'est-à-dire que là, tout le long, on n'avait pas grand-chose. Là, en dessous de nous, on n'a rien. Par contre, au-dessus de nous, c'est blindé de murs de vente. Et c'est pas forcément du spoofing, parce qu'en fait, du spoofing, c'est souvent à des endroits qui n'ont pas trop de sens. Par exemple, comme ici, par exemple, à 107 780, c'est pas un chiffre rond, avec énormément de BTC. Là, c'est le cas ici, par exemple, mais oui, la plupart, par exemple, là, c'est 108 000, c'est chiffre rond, là, c'est chiffre rond, là aussi. Et c'est des ordres où il y en a plusieurs qui sont positionnés, 400, 500 BTC, donc c'est pas non plus 1000 BTC qui est positionné à un seul endroit. Il peut y avoir du spoofing là-dedans, mais je pense que la majorité, ça l'est pas. Donc, c'est-à-dire que c'est des ordres qui vont rester, qui vont pas être enlevés au dernier moment pour manipuler le cours. Et on voit qu'on a quand même 650 BTC, 400 BTC, là on a 400 BTC encore, 550, 400 BTC, là 387 et pour finir 389. Et plus on va monter, plus on va avoir aussi des murs qui vont se positionner. Là, il y en a d'autres des 188, 288 qui peuvent arriver aussi. Et donc on est bloqué un peu par ça. Et donc là, en fait, pour passer ça, il faut une pression acheteuse qui est très très forte. Et je pense que tant qu'on n'a pas une bonne news ou une corrélation avec les marchés qui montent beaucoup plus fort au niveau des marchés traditionnels, je pense pas qu'on arrivera à passer ce niveau-là. Donc c'est un peu la guerre. Bon, malgré tout ça, sur BTC, j'ai repris un TP, donc sur le trade que j'avais lancé là, que je vous avais expliqué ici, où j'étais rentré du coup sur les 102 000 avec mon stop loss à 98 000 et mon TP à 108 000, 111 000. J'ai pris un premier TP à 105 000 $. Et là, du coup, j'ai pris un deuxième TP, vous voyez, vers les 107 400 $, donc à peu près au niveau qu'on est, sur lequel on est. Et actuellement, oui, je suis toujours, donc j'ai pu rentrer en position, donc mon entrée est un peu plus haute. J'ai mis mon stop loss au-dessus de mon entrée, au cas où le cours chute, du coup je me ferai sortir et je serai à BE plus les 2 TP que j'ai fait avant, donc je serai en positif. Et là, le but, c'est que le dernier TP que j'ai mis à 100%, du coup, c'est vers les 111 000 $, c'est si on vient short squeeze. Mais bon, je mise pas trop là-dessus, je le laisse quand même au cas où si on va short squeeze, mais ça ne m'étonnerait pas que non plus, on vienne chercher mon stop loss et qu'on vienne plonger un peu plus bas. En tout cas, joli trade réussi, donc ça fait plaisir. Ça faisait quelques temps là que je galérais au niveau du trade. Pour revenir du coup sur BTC en daily, ce qui peut être intéressant au niveau de chartiste, si on se met en daily, on a une sorte, hop, si on pose ça comme ça, une sorte de... alors ça peut être un canal, il y en a qui disent que c'est un canal baissier, je pense que c'est plutôt un biseau, parce qu'en fait, dès que vous avez donc 2 courbes qui sont bien droites comme ça, c'est plus un canal en général, et puis dès que vous avez des courbes qui se rapprochent de cette façon, c'est plus un biseau descendant. Ce qui est mieux, en général, d'avoir un biseau descendant, c'est un peu mieux. Alors après, c'est vrai qu'il est un peu large, mais derrière, ça reste comme une structure haussière. C'est-à-dire le fait d'avoir un canal comme ça baissier dans une tendance haussière, c'est plutôt haussier. Et en général, on est dans une tendance haussière, hop, on fait un temps de pause avec un canal baissier et bam, on pète. C'est exactement ce qu'on a eu plusieurs fois sur BTC. On l'a eu très bien ici où on montait, hop, canal baissier, bam, on pète. On l'a eu
On l'a eu de nombreuses fois pour y regarder. Inversement, quand on est en marché baissier, on a pareil à l'inverse, vous voyez, où on descend, hop, et là, c'est au lieu d'avoir un canal baissier, donc où tu descends et bam, tu casses à la hausse, et ben en fait, tu descends, tu fais un canal haussier, et là, bam, tu pètes à la baisse. Et c'est assez vicieux, parce qu'en fait, tu montes, du coup, tu as l'impression de repartir en tendance haussière, alors qu'en fait, bam, tu casses à la baisse, quoi. Et inversement, là, tu descends, tu as l'impression de partir en tendance baissière, comme on avait ici, vous voyez, alors qu'en fait, tu casses à la hausse. Là, pareil, tu as l'impression de partir en tendance baissière, alors que tu casses à la hausse. Donc, c'est plutôt haussier. Après, le problème de ce genre de structure, c'est que euh, ça peut se prolonger. C'est-à-dire que là, on peut très bien revenir ici, et bam, et on replonge, et allez, c'est reparti. Et ça peut durer longtemps, hein, parce que franchement, regardez celui-là, lui, il a été infernal. On l'a commencé ici, en mars, on l'a fini ici en octobre, quoi. Donc on a mis bien 8 mois à rester là-dedans, et c'était vraiment long. Après là, l'amplitude elle est moins grosse, donc logiquement, voilà, on pourrait casser à ce moment-là, même si moi j'y crois un peu moins. À voir, mais c'est vrai que voilà, redescendre à ce niveau-là vers les 100 000 pour ensuite remonter, éventuellement péter ici, ouais, c'est largement faisable, surtout que ça ferait péter vers ouais, fin juillet, même si on peut prolonger encore, c'est pas du tout impossible, et du coup ça ferait que on a cet été assez calme, un peu chiant, et au final, vous voyez, on pète plutôt vers fin août par ici, c'est clairement faisable. Mais voilà, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une structure haussière, donc ça c'est cool. Derrière le ruban, vous voyez, bah, au final, on est passé en dessous, on est repassé au-dessus. Je pense que dans ce genre de cas, le ruban va être beaucoup moins intéressant. On revient un peu dans le même schéma que ce qu'on avait ici, ou que ce qu'on avait ici, où en gros, bah, on repasse au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, parce qu'on est dans une structure, et dans une structure, on n'a pas vraiment une tendance qui est haussière ou baissière, on est juste dans une structure qui forme du coup une prochaine tendance. Même si on est dans une tendance, vous voyez, qui est haussière plus globale, et ben en fait, derrière, ce qu'on risque de faire, c'est repasser plusieurs fois dans le ruban, vous voyez, tout le long. Donc pour l'instant, le ruban, vous voyez, sur BTC en daily, je vais le mettre de côté, je ne vais plus trop le passer parce que je ne le trouve pas hyper intéressant. Voilà, pour BTC, on peut passer la Bitcoin dominance, ouais, qui nous a fait du coup un plus haut. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait donc cette petite chute là avec les altcoins qui reprennent la valeur. Mais je vous disais, attention, là, c'est les altcoins qui reprennent un peu de valeur, et c'est vraiment court terme. Et en fait, on est plus dans une tendance voilà, haussière moyen terme sur BTC, donc ça risque de continuer à monter sur BTC. J'ai quand même pris quelques profits là sur le rebond qu'on a eu, où j'ai pu couper, rappelez-vous mon trade où j'ai pris 31 000 $ là sur Mood, sur le même coin, et je l'ai coupé au moment qu'il y a eu ce rebond là sur les altcoins, donc ça fait plaisir, pour pouvoir payer mes derniers paiements de villa, d'immobilier que j'ai à faire. D'ailleurs, je vous en parlerai là, à la fin du mois. Donc Bitcoin dominance, logiquement, si on a BTC en fait qui prolonge tout ça tout l'été, on va avoir le Bitcoin dominance qui va continuer à remonter, ouais, légèrement, quoi, jusqu'à la fin de l'été. Derrière Total 3, bah oui, qui se laisse un peu couler en fait, et ce qui risque de continuer à se faire. Après, éventuellement, former une belle structure haussière pour la rentrée. Et sinon, au niveau des altcoins, bah, ETH, c'est la même chose que je vous expliquais sur Twitter. Ouais, on est dans le même cas là avec soit on réintègre le range, et du coup, c'est parfait, on reste dans ce range là et on peut recasser plus tard. Soit du coup, on valide donc l'ancien support en tant que résistance, et du coup, voilà, on vient marteler le support. On le casse, on le valide en tant que résistance, et là, on s'est rejeté violemment. Et là, par contre, si on s'est rejeté, on passe en dessous de celui-là, et là, on va chercher les 2000 $. Et le ruban, vous voyez, il est vraiment pile dedans. Donc là, le ruban sur Ethereum, vraiment intéressant. Et c'est un peu lui qui va nous guider. C'est-à-dire que si là, on commence à monter au-dessus, à former une clôture daily au-dessus, c'est bon, on réintègre le range. Si on commence à faire une clôture daily, vous voyez, on commence à plonger, à passer en dessous, là, ça va vraiment pas sentir bon. Mais le truc, c'est que, vous voyez, depuis 1, 2, 3, 4, 5 jours, quoi, on est vraiment pile dedans, avec des grosses mèches, mais à chaque fois, on clôture dedans. Donc voilà, pas de direction claire pour l'instant. On le verra sûrement début de semaine prochaine. Et ETH BTC, c'est à peu près le même truc au final. Vous voyez, on revient tester en tant que résistance, il est même un peu plus bas. Et en fait, il va sûrement suivre ce qu'a faire ETH. Si on a un autre altcoin que je vous ai pas mal parlé, c'est BGB. BGB, les gars, j'ai eu la bonne entrée là. J'étais assez sûr de mon coup, parce qu'en fait, on était donc. Rappelez-vous, j'étais rentré ici. Donc je suis rentré là, j'ai toujours montré dans le cours avec objectif les 5 $ pour TP juste ici, avec mon stop loss très serré là. Et du coup, il y a un gros coup à jouer, parce qu'en fait, tu peux aller chercher un delta de gain qui est vraiment intéressant, où tu rentres sur ce niveau-là, hop, tu mets ton stop loss vraiment serré ici, avec ouais, la target par ici, et du coup, tu vas chercher, c'est ouais, la 9, alors moi j'avais un peu moins, j'avais par ici, ouais, j'avais 7 de ratio, donc c'est-à-dire que tu mises 1 pour gagner 7. Donc tu risques de perdre 1 pour gagner 7. Ça vaut vraiment le coup. Surtout BGB qui en général c'est fiable. Ouais, c'est-à-dire quand il monte, enfin quand le marché monte, lui c'est un des premiers à prendre la performance. Et là le fait qu'on soit sur un ancien support comme ça valait le coup. J'ai toujours pas pris de profit. Je sais pas quoi faire. Je sais pas si je prends un premier profit maintenant et après j'en prends un deuxième plus haut. Je pense que je vais faire ça. Et après le but, s'il monte ici, c'est de le laisser aller. Soit il repète, là c'est le début. Moi je crois pas trop. Et plus voilà, il va sûrement se faire rejeter, revenir sur cette zone et là éventuellement reprendre un trade ici. Ça peut être intéressant. Mais pour ça, voilà, faut attendre peut-être 3 semaines, un mois avant que ça revienne. Mais du coup, ouais, quand j'étais rentré là, ouais, avec le stop loss ici, le take profit ici, où j'ai dit que ça fait un mois que j'attendais. Et ouais, il est bien ici, effectivement, il est là, avec le stop loss, avec le take profit. C'était pas un gros trade, ouais, pour l'instant je suis à 2200 $, j'ai pas mis énormément de position non plus. Et du coup, là, je pense prendre un premier faux profit, parce qu'en réalité, on est pile au milieu. Donc je pense que je vais prendre un premier profit, puis je prendrai un deuxième plus haut vers les 5,7 $. Allez, je finis avec les marches traditionnelles quand même, parce qu'on les a pas passées, mais regardez-moi ça, c'est les plus beaux
graphes qu'on a là sur les marchés. C'est-à-dire que, bah, en fait, de toute façon, dès qu'on fait un ATH, c'est en général les graphes les plus beaux. Et ouais, c'est toujours pareil, en fait. Les marches traditionnelles, c'est toujours la même chose. C'est des gros V-bottom où à chaque fois, c'est V-bottom, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps, V-bottom, V-bottom. Sauf là, oui, c'était un peu plus long, mais c'était quand même un peu rapide au final. Et là, bam, gros V-bottom. En fait, alors que les cryptos, c'est pas du tout ça, quoi. C'est pas du tout les mêmes constructions graphiques. Et au final, je trouve que les marches traditionnelles, beaucoup plus simples, en fait, au final, à investir. Parce que, enfin, pour rentrer, pour sortir, parce que à chaque fois, c'est la même chose. C'est un V-bottom. T'attends le rebond, les confirmations, ouais, tu peux rentrer dans ces niveaux-là. Et après, ça se déroule tout seul. Puis dès que tu refais un ETH, t'es en général reparti, vous voyez. Et là, c'est parfait parce que du coup, on repart sur un nouvel ETH. En fait, ce qui risque de passer, ben, c'est que ben, S&P voilà, continue de monter. Et en général, ben, à chaque fois qu'on fait un ETH, à chaque fois, oui, c'est reparti pour une belle jambe haussière de plusieurs mois. Du coup, là, ça devrait être bon pour la fin d'année. À part si on a des dingueries, bien sûr, qui arrivent au niveau des news. Le Nasdaq, c'est pareil. Le VIX est très calme, donc c'est parfait. On a le dollar en plus de ça, et ça qui est en train de baisser, bien baisser, donc ça, c'est impeccable. Je vous avais montré dans la dernière vidéo, ou je sais plus, il y a quelques vidéos là, je ne me souviens plus, la corrélation entre le dollar et BTC qui est assez flagrante. Où à chaque fois, oui, qu'on a un bull run ici en 2017, en 2021, on a le dollar qui baisse. Et là, de nouveau, pour 2025, on a le dollar qui baisse, et du coup, logiquement, ça devrait continuer. Le but, c'est vraiment de redescendre le plus bas possible pour avoir une corrélation avec BTC qui est de plus en plus positive. Donc voilà pour tout ça, je finis avec le commentaire du jour de MR Belza qui me dit rectification Matteo. Alors Matteo les gars, 2T, pas de H, à l'italienne. Hein, c'est pas grave. Clairement Israël a perdu ce round, l'Iran a frappé fort et Israël a été dépassé au point de devoir appeler les États-Unis à l'aide. Faut dire que les deux, Israël et les États-Unis, ont une haine profonde envers l'Iran depuis longtemps, donc cette confrontation n'a rien de nouveau. Et alors, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que je pense que les États-Unis et Israël ont une haine profonde envers l'Iran et que l'Iran a aussi une haine profonde envers les États-Unis et Israël. Et ça, c'est depuis très longtemps. C'est pas nouveau. Mais derrière, après, le fait que ce soit que Israël qui a perdu ce round et que l'Iran, lui, eux, en ressortent vainqueurs, je sais pas, je suis mitigé. Moi, je me dis que, de toute façon, comme à chaque fois, dans n'importe quelle guerre, t'as que des perdants, t'as jamais vraiment de gagnants parce que t'as toujours des pertes humaines qui sont assez importantes. Après, si tu regardes uniquement en termes de qu'est-ce qu'ils ont gagné ou perdu, en termes de matériel, en termes de, je sais pas, sur le plan géopolitique ou sur le plan de l'armement nucléaire ou des destructions d'habitations, etc., je trouve que ça se vaut parce qu'en fait, on a l'Iran qui a réussi à attaquer Israël, ce qui n'était pas du tout prévu, ce que les gens ne s'y attendaient pas trop, et a réussi à faire des dégâts alors que l'Israël depuis pas mal de temps arrivait bien à se défendre et que là c'est la première fois qu'il se faisait un peu déborder. Donc c'est vrai de ce côté-là c'est un peu une défaite pour Israël, mais d'un autre côté l'Iran qui se fait prendre par le callback par les States et qui se font un peu gronder par les États-Unis, c'est pas non plus une victoire aussi. Et le fait que l'Iran se soit fait désarmer nucléairement, je pense que ça les fait pas, ça fait pas en sorte qu'ils soient gagnants là-dedans, quoi. En fait, je pense que les deux sont gagnants parce que les deux ont fait des dégâts l'un à l'autre, mais les deux sont perdants aussi parce que les deux ont perdu des choses. T'as l'impression un peu d'être dans tu sais, les deux enfants qui se battent ou deux enfants qui jouent à jeux de société et qui sont mauvais joueurs et tu leur dis non, les deux vous avez gagné, au moins il y a pas les deux vous avez une médaille, vous inquiétez pas, au moins il n'y a pas de honte, tout le monde a gagné. L'important c'est de participer, c'est un peu ça quoi, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que moi ce qui me dérange avec la guerre, c'est qu'on est toujours, enfin genre l'humain a tendance, j'ai l'impression, à voir le côté de qui va gagner, qui va être rentable, genre qui va réussir à être rentable sur cette guerre, qui va réussir à en tirer plus de bénéfices que l'autre sur la guerre, qui va gagner en fait. Et c'est plus, au final, j'ai l'impression, une guerre d'ego, de se dire, ah moi j'ai réussi à avoir plus que toi, mais quand tu fais les comptes au final, des deux côtés, les deux ils sont perdants. C'est-à-dire que les deux, ils n'auraient pas enclenché ça, ils auraient moins perdu. Ils auraient perdu moins de vie humaine, ils auraient perdu moins de dégâts matériels, etc. Et en fait, le meilleur truc à faire pour gagner en tous les cas, c'est d'être comme la Suisse, de déclencher aucune guerre, d'être assez neutre surtout, et du coup de se focus sur le développement de son pays. Je sais pas, moi ça me paraît logique, et je comprends pas pourquoi tous les pays font pas ça, quoi. Enfin après, j'ai sûrement ma vision d'occidentaux français très jeune qui a pas assez de recul là-dessus, et qui du coup est un peu en mode bisounours, où genre voilà, faudrait faire ça et ce serait réglé. Sauf que voilà, après en concret, c'est tellement plus compliqué, il y a tellement de choses qu'on contrôle pas d'enjeux qui se jouent sur lesquels on n'a même pas conscience et sur lesquels c'est difficile de se prononcer et voilà, de dire des choses aussi simples de voilà, faites la paix et arrêtez de faire la guerre, quoi. Mais bon, de toute façon, le plus important, c'est que voilà, les tensions se calment, que ce soit au niveau des marchés pour nous et que ce soit aussi surtout pour les gens qui subissent la guerre et qui l'ont pas demandé, et aussi tout ce qui est l'anxiété que ça peut créer, l'atmosphère anxiogène que ça crée dans le monde entier à cause de cette guerre-là.
Je pense qu'il y a plus ou moins des gens qui sont impactés par ça, plus ou moins aussi quand tu suis le conflit. Moi, je sais qu'en général, tout ce qui est conflit comme ça, je le vois dans ma vie de tous les jours. Ça change pas parce que genre, j'ai pas un impact direct, j'ai pas une confrontation directe avec ça, mais ça me mine pas le moral. Mais j'ai du mal parfois à me dire, à kiffer ma vie, à, je sais pas, aller faire du jet ski, à sortir, à rigoler avec des potes et tout, à faire plein de trucs, tout en me disant que ouais, y a des dingueries qui se passent dans le monde et que voilà, faut faire avec. Et le fait qu'on soit vraiment confronté à ça régulièrement dans la vie de tous les jours, des horreurs qu'il y a dans le monde et qu'on y soit confronté via les réseaux très facilement, ça change beaucoup de choses par rapport à avant. Où en fait, avant, c'était tellement loin, c'était tellement dur d'avoir accès à ces informations-là que, ben, au final, tu étais au courant de pas grand-chose et c'était pas plus mal. Parce qu'au final, le cerveau n'est pas fait pour encaisser autant d'émotions négatives et de news comme ça anxiogènes, alors qu'en plus de ça, c'est même pas quelque chose qui nous atteindra dans notre vie parce qu'en fait, on n'y sera quasi jamais confronté. La guerre que ce soit en Iran ou en Israël, on n'y sera quasi jamais confronté par la plupart d'entre nous. Et du coup, en fait, il faut faire preuve de stoïcisme, il faut faire preuve voilà, on essaie de gérer nos émotions et de pas emporter nos émotions dans ces conflits-là ou dans ces mauvaises news-là, parce que en fait, derrière, on n'a pas un impact direct dessus. Et même si je pense que vu que c'est pas indirect, vu que c'est pas directement confronté à nous, c'est quand même plus simple que par exemple, je sais pas, t'as un de tes proches qui décède, et ben faire preuve de stoïcisme, c'est le meilleur truc à faire. C'est-à-dire que tu vois toutes les émotions qui t'arrivent par rapport à la perte de ton proche, tu les laisses glisser et t'essayes de pas t'accrocher à ces émotions-là parce que en fait ça sert à rien parce que de toute façon t'auras aucun impact sur le fait de ramener ton proche à la vie. Et dans tous les cas, il est décédé. En tous les cas, tu peux rien changer à ça. Donc autant laisser passer les émotions et ne pas s'y confronter ou ne pas être en mode voilà, t'arrives pas à passer à autre chose. Et le truc, c'est que vu qu'on est confronté de plus en plus à ça, via les conflits, via tout ça, et ben faut faire preuve de plus en plus de stoïcisme. Donc je sais pas, d'un côté, c'est bien parce que c'est je trouve de belles valeurs, mais d'un autre côté, enfin c'est un beau courant de pensée, mais d'un autre côté, ça pousse un peu le cerveau toujours dans un truc de voilà, tout est négatif et on peut pas vivre dans un monde de bisounours comme on aimerait quoi. Enfin bref, voilà pour tout ça. J'ai un peu dévié là sur la fin de la vidéo, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, je suis en train de penser que je suis en train de me chauffer, les gars, pour lancer une chaîne de podcast. Alors, je sais qu'il y en a quelques-uns qui me rappellent la chaîne de podcast que j'avais avec Alan, qui s'appelait La Crypte. On était plus orienté business, orienté crypto, orienté marché, etc., trading. Et en gros, on a arrêté la chaîne peut-être il y a un an. Ouais, ça va être ça, il y a un an environ. Et on l'a pas repris, alors pour plusieurs raisons, mais en fait, avec Alan, on n'habite plus du tout au même endroit. On est vraiment sur 2 continents différents, donc c'est très compliqué de se capter pour faire des podcasts. Derrière, moi, il y avait aussi un moment où je voulais plus trop montrer ma tête. Les podcasts qu'on faisait, on n'avait pas forcément dans la même direction avec Alan, mais il voulait plus avoir une orientation très business et marché. Moi, j'étais plus une orientation un peu plus large. Et du coup, je me tâte à relancer un podcast, je sais pas, pour cet été et être plus large, mais sur différents sujets, avec pas mal d'invités. Ça pourrait être cool en 1v1, c'est-à-dire qu'avec une personne. Et je me dis, pour le premier podcast, je pourrais inviter Alan, ça pourrait être pas mal. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous chaufferait ou pas. Et au moins, je verrai sur un retour si je me chauffe à le faire. Bon, et c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait 45 minutes que ça tourne là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, je vous dis à plus. Ciao!